On va commencer cette dernière table ronde. Et donc en fin d'après-midi, je sais que c'est un effort supplémentaire de recommencer à se concentrer sur une discussion. Mais évidemment, ce sujet final nous semblait essentiel à aborder aujourd'hui, après avoir entendu tout ce que nous avons entendu sur les désastres climatiques et environnementaux causés par Total, les problèmes de lobbying, de greenwashing et de déni climatique, les crimes et délits financiers, les enjeux de corruption, l'opacité. Une fois qu'on a dressé ce tableau très critique des activités de cette entreprise, la question naturelle et importante et sans doute même fondamentale à discuter d'un point de vue démocratiquement, c'est que faire de cette entreprise et que faire de cette entreprise dans notre contexte de dérèglement climatique, de crise sociale, de mobilisation contre la réforme des retraites. Cette discussion ne se passe pas hors sol. On est dans un contexte politique et social bien précis, avec beaucoup de colère qui s'exprime. Et donc, comment faire pour relier toutes ces discussions que nous avons ici à ce contexte-là. Donc, je ne vous cache pas que nous avons beaucoup de sujets à aborder et pas beaucoup de temps, car à 19h précises, nous devons libérer les techniciennes et techniciens qui rendent cette discussion possible. Donc, on va commencer tout de suite. Et par ailleurs, Maxime Combes, comme ça je commence à vous présenter. Donc Maxime Combes, économiste, qui est intervenu déjà, membre de l'Observatoire des multinationales et qui est intervenu déjà aujourd'hui, va participer à cette table ronde, on le remercie. Camille Etienne, activiste pour le climat, et faisant partie avec plein d'autres, mais on la remercie vraiment beaucoup de venir aujourd'hui faisant partie de ce mouvement climat si important et si divers. Également Guillaume Corboud qui est intervenu en début d'après-midi, qui est économiste, membre de l'ATECOPOL. Pas économiste du tout. Ouais, pardon. En sciences sociales. Voilà, ça y est, moi aussi je commence à fatiguer. Donc chercheur en sciences sociales, ATECOPOL, atelier d'écologie politique de Toulouse, un groupe interdisciplinaire de recherche sur les questions écologiques. Magnifique. Merci beaucoup. Adrien Cornet, qui est venu... Et on l'en remercie particulièrement parce que vous êtes de tous les intervenants de cette journée le seul salarié de Total. Donc vous êtes salarié de Total, vous êtes militant syndical à la CGT et vous avez été l'une des personnes hyper actives dans le mouvement social qui s'est passé à la raffinerie de Grand Puy en Seine-et-Marne, dont nous allons parler. Et Lucie Pinson de Reclaim Finance, avec qui on va discuter de financement des industries fossiles. Alors, je commence tout de suite avec Adrien Cornet. Voilà, le tableau qui a été dressé est quand même assez impressionnant. Pour vous, en tant que personne qui connaissait le groupe Total de l'intérieur par votre travail et qui le connaissait aussi comme militant syndical très impliqué et qui avait cette expérience du site de la raffinerie de Grand Puy, dont vous allez nous parler, qui a en théorie entamé une transition énergétique et en réalité vous en avez contesté tout à fait la pertinence, en tout cas la validité. Vous, en tant que tout ça, que tout ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui de ce que vous pensez qu'il faudrait faire de l'entreprise Total ? Et avec un micro. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup à Mediapart de m'avoir invité à cette journée et de participer à ce débat. Parce que pour moi, qui suis militant à la CGT, travailleur chez Total Energy dans une ancienne raffinerie, et aussi profondément préoccupé par la crise écologique depuis de nombreuses années. Je pense que c'est une question fondamentale, la question de que faire de Total.
Je pense même que c'est la question, en fait, quand on vit dans un pays comme la France, c'est la question de tout militant écolo conséquent. Que chacun devrait se poser et de nombreuses personnalités qui se revendiquent du mouvement écolo en fait butent sur cette question parce qu'elle est effectivement pas simple et en même temps à travers mon vécu, à travers l'expérience et la lutte qu'on a menée avec les travailleurs de Grand Puy, en fait la résolution qu'on avait proposé dès le départ s'est avéré juste. C'est-à-dire, après cet après-midi où vous avez pu voir les enquêtes de Mediapart, du Monde, des Amis de la Terre, de Survie, d'Arte, etc., qui ont enquêté de nombreuses fois, à nombreuses reprises, sur le groupe pétrolier, qui est un symbole en France, mais qui, on le rappelle, n'est pas le seul groupe pétrolier à avoir ce genre d'agissement. C'est d'après les nombreuses enquêtes des gens qui nous mentent depuis bientôt 50 ans. C'est en fait des gens qui déplacent de force des centaines de milliers de personnes et d'agriculteurs en Ouganda et en Tanzanie. C'est des gens qui font énormément d'argent grâce à ces agissements-là et qui continuent à en fait se projeter dans les énergies fossiles, y investir. D'après Greenpeace, c'est 15% des investissements qui iraient jusqu'en 2030 dans les énergies fossiles. Voilà, ça, vous l'avez entendu toute l'après-midi, vous le savez, pour de nombreuses personnes, vous l'avez lu. Et maintenant, comme vous l'avez rappelé, un des rares points de vue qu'on a dans ce débat de que faire, de comment faire la transition écologique, comment la penser, c'est surtout, en tout cas, moi je trouve que c'est un volet qui manque énormément, c'est qu'est-ce qu'on fait, où est la place des travailleurs dans tout ça ? Où est la place des travailleurs de la pétrochimie? Où est la place des travailleurs de la pharmaceutique? Où est la place des travailleurs de toutes ces entreprises qui polluent et en même temps qui produisent des biens qui aujourd'hui sont essentiels en fait dans la société et dans le fonctionnement de la société. Ils sont essentiels, mais effectivement. Attendez, excusez-moi, parce que là on a quelqu'un qui fait l'effort de venir nous expliquer sa position. Est-ce que vous voulez bien le laisser parler et ensuite il y aura un temps de discussion avec vous. Merci beaucoup. Et donc je disais par rapport à cette place des travailleurs, souvent en fait dans l'analyse qu'on a, et notamment dans le mouvement écolo, on pense beaucoup à comment juridiquement mettre la pression sur les entreprises et sur les États, comment faire des actions de désobéissance civique, et on voit énormément, et moi je suis impressionné très positivement de la radicalité de la jeunesse sur cette question qui est déterminée à ne pas se laisser faire, et c'est avec fierté que je vois les mouvements qui se passent, et notamment ce qui se passe à Lützerath en Allemagne actuellement. Et nous, cette démarche qu'on a eue pendant la lutte de Grand Puy, donc, où en fait Total nous présentait la fermeture de la raffinerie de Grand Puy, donc en Seine-et-Marne, en 2020, en disant voilà, c'est pour des raisons en fait de non-maintenance du pipeline, mais aussi parce qu'on prend le virage écologique qu'on doit fermer la raffinerie. Alors qu'en réalité, depuis 2009, ils ferment raffinerie après raffinerie en France, tout simplement pour délocaliser en fait les capacités de raffinage qui sont produites dans un pays où il y a quand même les normes sociales et environnementales qui sont les plus hautes en fait du monde, quoi, quasiment, et pour les délocaliser dans des pays où en fait il y a très peu, voire pas du tout de normes sociales et environnementales. Voilà, c'est tout simplement une délocalisation pure et simple pour majorer ses profits. Et ça, comment nous, on a fait cette démonstration? D'une part, c'est par l'action de la grève et des travailleurs qui, pendant 45 jours, ont refusé en fait, de participer à la casse de leur outil de travail, et donc se sont libérés du temps aussi pour pouvoir discuter, militer avec les militants écolos à nos côtés. Donc les Amis de la Terre, Greenpeace et beaucoup de jeunes qui sont venus sur le piquet. Et ensemble, en fait, on a pu se parler.
et discuter de quels sont nos intérêts collectifs. Et ça, c'est une démarche qui, à mon avis, je pense, fait beaucoup partie de la solution. C'est-à-dire quand on parle de solution, de qu'est-ce qu'on pourrait faire de Total, moi, je pense qu'on devrait nationaliser Total, mais pas seulement. C'est-à-dire, on devrait la nationaliser l'ensemble des usines sur le territoire et au-delà, et penser en fait qui dirige cette société, qui dirige ces usines. C'est ça le principal problème. Effectivement, il y a le monsieur tout à l'heure qui intervenait sur l'aspect, oui, Total est une entreprise capitaliste. Donc quand on se demande, mais en fait, pourquoi ils n'entendent pas les alertes, pourquoi Patrick Pouyanné, il ne change pas de direction, alors que l'Union européenne, l'ONU, etc. Mais parce que tout simplement, l'entreprise Total est une entreprise qui est là et son intérêt premier, c'est de produire du profit, en fait, de produire du cash. Cette année, en 2022, alors qu'on est dans une des crises en fait, inflationnistes les plus dures depuis 30 ans, je veux dire, Total, c'est 50 milliards de cash flow. Voilà, ça c'est la réalité, c'est 13 milliards de dividendes qui accessoirement, c'est ce qu'on nous annonce comme le déficit de nos caisses de retraite. C'est vous dire à quel point le problème il pourrait être réglé vite fait. Mais donc voilà, donc le premier aspect de la question, et pour finir, c'est effectivement, moi je pense, et c'est un truc qu'on a beaucoup porté, on l'a même porté dans une tribune commune avec les Amis de la Terre et Greenpeace c'était Libération, la nécessité de nationaliser sous contrôle des travailleurs et des collectifs qui nous entourent. Parce que une chose paraît évidente comme ça, mais c'est important de le dire. Ce sont les travailleurs des usines pétrochimiques qui sont les premières victimes de leur pollution. Parce qu'ils respirent. Moi, je respirais du carburant du matin au soir. Moi, je fais les 3-8, 6h, 14h, 14h, 22h, 22h, 6h. Ça veut dire que pendant 24 heures, je respire du carburant du matin au soir. Quand vous faites votre plein pendant 2 minutes et que vous vous dites « Putain, ça pue le gasoil », moi, c'était ma vie, ça. Moi, c'est ma vie, ça. Et demain, ce sera encore ma vie. Et c'est pas par choix, c'est pas parce que j'avais envie de le faire. C'est parce que j'ai trouvé dans mon territoire le seul moyen qui m'éloigne de la précarité. Ça, c'est la réalité des travailleurs de la pétro. Il n'y a personne qui rêve, qui voit les cheminées d'une raffinerie qui se dit « Chouette, je vais aller me casser le dos à tourner des vannes. Je vais aller me faire mal au crâne parce que travailler la nuit, se lever à 4 heures du matin, ça fait mal au crâne. Et qu'on se met à cachonner alors qu'on a à peine 30 ans pour continuer à bosser. Parce que sinon, ce qui nous attend, c'est la précarité, le SMIG. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette boîte, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait des gens qui y vivent, qui y travaillent, et qui subissent avant tout la pollution, avant n'importe quel autre. C'est eux qui la vivent, c'est nous. Parce qu'il n'y a pas que ça, mais nous aussi, on vit à côté de nos usines. Ça veut dire que quand on sort et qu'on voit les ruisseaux dans lesquels l'usine rejette son eau, on est conscient de ce qui est rejeté. Et on n'y met pas nos gamins, alors qu'il fait 40 degrés dehors. On n'ose même pas aller les baigner. On rejette notre eau dans la Seine, nous. La raffinerie de Grandpuits, c'est en Seine-et-Marne. Mais on n'y mettrait pas nos gamins pour s'y baigner. Hein. Moi, je vous le dis direct. Hein. Et la forêt de Fontainebleau, qui est à peine à 30 km, vous croyez quoi? Quand on s'y balade, on est conscient du fait que l'usine dans laquelle on travaille rejette en fait des gaz et accélère la sécheresse dans ces forêts. Et nous, on est conscients de tout ça, beaucoup plus que n'importe qui en réalité. C'est pour ça que nous, à la CGT Grandpuits, on disait au préalable, bien entendu, nous sommes pour arrêter la production, arrêter d'aller chercher en fait les énergies fossiles et les dépasser. Mais pour ça, il va falloir une alternative crédible. Et elle ne se fera pas sans les travailleurs de ces usines. On va enchaîner.
Alors, nationalisation, contrôle par les salariés, contrôle ouvrier sur l'entreprise, c'est ce que vous portez, Adrien Cornet, c'est ce que porte la CGT, en tout cas la CGT Total, en tout cas ce qui a été discuté pendant le mouvement à Grandpuits. Alors Guillaume Carbou, vous en tant que chercheur, cette hypothèse de la nationalisation de Total, vous y avez travaillé. Ça pourrait prendre quelle forme, la nationalisation de Total, et à quoi ça pourrait servir ? Alors, moins que parler de la forme, peut-être parler des mises en garde ou des réflexions qui sont absolument nécessaires à avoir lorsqu'on parle de nationalisation, et c'est exactement ce que vient de dire Adrien. Alors, bon, d'abord, on va écarter les choses évidentes. Nationaliser dans un État, mais ça dépend dans quel État. Il y a déjà un grand nombre de compagnies pétrolières qui sont des compagnies contrôlées par l'État. Il n'est pas dit que Gazprom ou Saudi Aramco soient plus vertueux sur le plan climatique que Total, donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, l'État français, disons, depuis le travail de sape de l'idéologie libérale, néolibérale, est quand même, on a des États qui sont très largement alignés avec les visions capitalistes et centrés sur le profit, et en cas d'une vision du monde économiciste qui est très forte et qui s'aligne donc avec les intérêts des pétroliers. De ce point de vue-là, les nationaliser, nationaliser dans un État déjà très largement privatisé, ça ne doit pas avoir grand intérêt. Alors c'est évidemment le cas, ce phénomène-là est très fort aux États-Unis où le système politique est énormément coopté par l'industrie fossile. En France, on n'est pas en reste. Les revolving doors, ça marche très bien aussi. Patrick Pouyanné est un ancien du ministère de l'Industrie. On a eu très récemment une ministre de la transition écologique et une ministre de la transition énergétique qui ont des liens très forts avec l'industrie pétrolière. Bon, il ne s'agit pas de faire de la culpabilité par association, mais simplement que, évidemment, les visions du monde sont alignés de ce point de vue-là. Donc voilà, d'abord nationaliser, certes, mais dans quel État et avec quel projet. On peut même aller plus loin. Les théoriciens de l'État, certains considèrent que intrinsèquement, les logiques étatiques sont des logiques expansionnistes d'accompagnement du développement du capital. Et de ce point de vue-là, c'est effectivement pas juste les entreprises ne seraient pas à mettre dans les mains de l'État, mais dans les mains de la société. On parlerait plutôt de socialisation plutôt que de nationalisation de ce point de vue-là, avec l'idée qu'évidemment les salariés, mais également les citoyens, les citoyennes en général, seraient plus à même de juger pour l'intérêt général qu'un État centralisé avec ses propres intérêts, souvent géopolitiques, ou qu'une entreprise qui cherche des profits privés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et qui me semble être le point le plus important, et autour duquel on a quand même pas mal tourné autour de la journée, on n'a pas vraiment abordé, et là, Adrien vient de le faire exactement, c'est-à-dire que pour paraphraser des collègues qui ont écrit un super bouquin qui s'appelle « Héritage et fermeture », on ne prendra pas Total comme on a pris la Bastille. On ne va pas arriver à Total et on ne va pas fermer les robinets. Non seulement parce qu'il y a des salariés, mais aussi parce que notre société est entièrement dépendante des énergies fossiles. Il y a les salariés, mais il y a aussi moi qui ai pris ma voiture pour venir. Il y a aussi mes médicaments qui sont acheminés par toute une logistique qui est fondée sur le pétrole, qui sont fabriqués à partir de pétrole. Toute notre alimentation est produite. On a une industrie une industrie agroalimentaire qui est minière. Bon, voilà. Donc on sait que quand on veut démanteler un trafic de drogue, il ne suffit pas d'arrêter le dealer, mais il faut se coltiner tous les réseaux de dépendance économique, géopolitique, ça marche pour Total, pas forcément pour un dealer, mais de pouvoirs qui ont été construits, et il faut gérer la sortie de la dépendance des consommateurs. Et là, en l'occurrence, il faut gérer le sevrage de notre société. Donc, en quelque sorte, avant de penser, ou en même temps que l'on pense à socialiser une entreprise comme Total et les autres entreprises, et Renault, et les entreprises d'automobile, en tout cas toutes celles qui jouent un rôle majeur dans le caractère énergivore de nos modes de vie, il faut avoir un plan. Alors, peut-être pas tout fait, mais penser à un plan de transition écologique généralisé, c'est un préalable à la réflexion sur la socialisation. Il y a des gens qui y travaillent, il y a le Shift Project, par exemple, qui fait des choses, bien d'autres qui réfléchissent à ça, mais voilà, je pense que de manière très importante, la question du sevrage de la société, elle doit être concomitante de la question de la reprise en main du dealer. Ok, alors Maxime Combes, voilà, je pense que ce serait intéressant de vous entendre à ce stade, parce qu'il y a donc nationalisation, socialisation. Il y a une autre piste qui est parfois brandie ou évoquée, c'est la question du démantèlement.
Est-ce qu'il faut démanteler Total ? Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole. Je vais dire que ce qui suit est une réflexion non définitivement aboutie ou qui est en cours et qui est menée par toute une série de gens, notamment l'Observatoire des multinationales et 350.org. Ce que je veux en France, ce que je veux dire, la première chose, c'est qu'on l'a vu toute la journée, montre que le statu quo est impossible. Et montre également que Total Energy, addict aux énergies fossiles, ne fait pas partie du monde que l'on souhaite construire pour les années à venir. Une fois qu'on a dit cela, on peut effectivement arriver avec des slogans tels que nationalisation, démantèlement, mais je pense qu'il faut prendre juste un peu de recul pour prendre ces questions-là très au sérieux. Parce qu'autant on peut avoir l'impression qu'effectivement, tout ce qu'on a raconté aujourd'hui délégitime la légitimité propre de Total à exister comme elle existe dans le monde actuel, mais malheureusement, quand on sortira de cette salle, nous allons rencontrer ou nous allons être confrontés à tout plein de gens, à tout plein de forces politiques, économiques, sociales, politiques, qui vont considérer que Total Energy n'a pas nécessairement vocation à changer, à être nationalisé ou à être démantelé. Et donc du coup, il y a une bataille qui est autant une bataille des idées qu'une bataille de légitimation de notre prétention à penser que le monde de demain doit se construire sans Total Energy ou avec un Total Energy nationalisé ou démantelé. Et donc je vous propose juste une petite histoire pour commencer, et j'aurai 2 points dans mon intervention. Le premier, c'est de s'imaginer que Patrick Pouyanné, empli de bonne volonté, ayant compris ce que voulait dire l'accord de Paris, serait venu au lendemain de la COP21, devant l'opinion publique, mais aussi devant ses actionnaires, dire « Ok, 1,5 degré ou 2 degrés à la limite signifie qu'il faut laisser 80-85% des énergies fossiles dans le sol à l'échelle planétaire. Je l'applique à Total Energy. Et donc nous allons arrêter d'investir 1 euro supplémentaire dans les énergies fossiles. » S'il avait fait cela, Total Energy aurait cessé d'exister du point de vue de sa valorisation boursière à minima dans les heures, les jours qui auraient suivi. Et ceci n'est pas simplement le fruit de mon imagination. Nous avons un cas où l'entreprise Shell, de même nature que Total Energy, avait annoncé à ses actionnaires des réserves énergétiques fossiles 20% supérieures à ce qu'elle avait vraiment. Et un jour, Shell a été obligé de l'annoncer publiquement. Sa valorisation boursière a perdu 10% dans les jours qui ont suivi. Donc imaginez que Total Energy vienne devant tout le monde et dise « on va laisser 80% de nos réserves dans le sol, donc du coup on n'investit plus dans de nouveaux champs pétroliers, et nous allons, c'est ce que dit Patrick Pouyanné, pour justifier le fait qu'il continue à investir, s'il n'investit pas, sa production d'énergie fossile va baisser de 3 à 4% par an. » C'est intéressant parce que c'est ce qu'il faudrait faire à l'échelle planétaire. Mais s'il fait cela, Total Energy cesse d'exister du point de vue de sa valorisation boursière. Donc il ne peut pas le faire. Donc il ne le fera pas. Il ne l'a pas fait en 2015, il ne le fera pas aujourd'hui. Donc nous avons besoin qu'il le fasse, mais c'est strictement impossible du point de vue de la nature et du fonctionnement actuel du capitalisme financiarisé dans lequel nous vivons, et où l'intermédiation entre le système énergétique fossile mondial et les entreprises qui le composent et les systèmes financiers l'empêchent. Donc il y a légitimité à intervention publique. On ne peut pas laisser aller ce statu quo. Les pouvoirs publics, ceux qui incarnent l'intérêt général, doivent intervenir. Vous noterez que ce n'est pas tout à fait ce qui est en train de se passer. Ce dont je suis en train de parler, c'est de la possibilité que les pouvoirs publics s'immiscent dans les affaires privées d'une entreprise privée qui est Total Energy. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a observé cette dernière année. On a plutôt observé le contraire. L'inverse. Où c'est Total Energy qui s'immisce dans la gestion publique de la réponse politique face à la pénurie, mais également, donc, du coup, pour faire face à celles et ceux qui sont victimes de l'inflation de l'énergie, puisqu'ils ont dealé le fait de ne pas être imposés sur leur super profit avec une ristourne à la pompe. Donc, c'est quand même une certaine révolution dans la façon de penser, dans les rapports de force qu'il faut imposer pour en arriver là.
et pour justifier la parole que nous pouvons avoir ici, que ce soit la nationalisation, le démantèlement ou autre. Donc ça, c'était ma petite histoire. La deuxième chose, une fois qu'on a dit cela, est-ce que nous avons aujourd'hui des outils, est-ce que nous avons aujourd'hui des expériences qui nous permettent de penser cette transformation-là? Et là, en tant qu'économiste, je peux vous dire qu'on est assez mal barré. Parce que la politique antitrust, telle qu'elle a été pensée et développée au XXe siècle, y compris avec le démantèlement de la Standard Oil au début du XXe siècle, qui était une entreprise pétrolière, ne s'est pas faite au nom du démantèlement pour faire cesser d'exister les entreprises pétrolières. La politique antitrust, elle est fondée sur l'idée qu'il faut préserver la concurrence et maximiser le bien-être des consommateurs. Je vous passe les détails, vous pourrez lire ça ailleurs. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut aujourd'hui. Deuxièmement, les politiques de nationalisation telles qu'elles ont été mises en œuvre, que ce soit les nationalisations post-Deuxième Guerre mondiale ou les nationalisations socialistes, avec tous les guillemets que vous voulez, de 1981, elles n'ont pas véritablement consisté à démanteler ou à donner le pouvoir aux salariés ou à donner une orientation totalement différente à ces entreprises-là qui ont été nationalisées. On peut même y voir le côté inverse dans bien des exemples. Donc nous n'avons pas nécessairement des outils de ce point de vue-là à reprendre tels qu'ils existaient dans le passé. Et les outils classiques que les économistes ont à disposition pour gérer les effets nocifs d'une production ou d'une consommation d'un produit, ce sont les mécanismes classiques de taxation ou éventuellement de réglementation, ou éventuellement y compris de fiscalisation ou d'intervention sur les profits de ces multinationales, et on voit bien les limites qu'auraient des politiques qui se limiteraient à cela. Donc, de mon point de vue, si on prend au sérieux la question du démantèlement, y compris sous sa version nationalisation, il faut d'abord qu'on arrive à imposer dans le débat public un principe, une justification qui permettrait à un minima que tout le monde se pose la question que nous nous sommes posés aujourd'hui. Et ce n'est pas le cas. On n'a pas cet outil-là. Donc pourquoi, en quoi justifie-t-on le fait que les pouvoirs publics vont s'immiscer dans les affaires privées de Total Energy? Il y a peut-être quelque chose à tirer de ce qui justifie aujourd'hui que nous mettions en place des politiques de réglementation autour de la finance. Pourquoi réglementons plus les banques qu'un certain nombre d'autres multinationales, que ce soit à l'échelle internationale, à l'échelle européenne ou dans nos pays? C'est parce qu'elles nous font vivre un risque systémique en cas de défaillance de leur part. Si elles s'effondrent, c'est tout le système financier qui s'effondre. Donc on ne peut pas se permettre cela. Et cela justifie des règles prudentielles et tout cela. Je ne suis pas en train de dire que ces règles sont au top et que c'est ce dont on veut. Mais là, peut-être qu'on a un principe à creuser. Et derrière cela, il y a effectivement différents outils qui peuvent être envisagés. Mais tous ces outils-là posent des questions. La nationalisation, aujourd'hui, Total Energy, c'est 150 milliards d'euros de capitalisation boursière. Est-ce qu'on indemnise Total Energy? Que fait-on des règles qui, aujourd'hui, protègent les investisseurs privés? Que fait-on du fait que Total Energy a des filiales dans des dizaines de pays à l'échelle planétaire? Comment fait-on pour nationaliser des filiales qui ne sont pas domiciliées en France? Cela, ce ne sont pas des questions totalement secondaires. Ce sont même des questions qu'il faut se coltiner sérieusement et qu'il faut être en mesure pas simplement de résoudre avec des propositions juridiques ou économiques, mais qu'il faut être en mesure de pouvoir imposer dans l'espace public comme étant la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Là, de mon point de vue, on a beaucoup de travail devant nous. Ce qui ne veut pas dire que le slogan de la nationalisation ou le slogan du démantèlement ne peuvent pas être mis sur la table, mais personnellement, je serais des plus ennuyés si demain je devais être amené à débattre publiquement et sérieusement devant, je ne sais pas, une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui s'interrogerait sur le rôle historique de Total Energy. Qu'est-ce que je pourrais bien dire pour justifier le démantèlement? Qu'est-ce que je pourrais bien dire pour justifier la nationalisation? Sur ce point-là, aujourd'hui, je suis au regret de vous l'annoncer, on a beaucoup de travail devant nous. Merci Maxime de ce discours de vérité. Bon, en tout cas, cet appel au réalisme,
Si je continue cette tentative de passer en revue différentes pistes ou hypothèses de mise sous contrainte forte cette entreprise, Lucie Pinson, vous êtes une spécialiste chevronnée de finances climatiques. Est-ce qu'il est possible d'assécher les capitaux qui financent les activités fossiles de Total ? Merci Jade, merci déjà pour l'invitation, je suis ravie d'être là. D'abord pour rebondir sur ce que disait Maxime, où en effet on a beaucoup de travail et pour mettre Total hors état de nuire, ça va être le cas. En revanche, il est possible en effet de mettre en place pas mal de choses dès maintenant pour réduire la capacité de nuisance de Total Énergie, et ça c'est indispensable puisque chaque pouillème de réchauffement compte et chaque action peut contribuer à sauver des vies. Et dans cette logique-là, en effet, agir via le levier financier est extrêmement important puisque la finance est un des piliers du pouvoir de Total Énergie. Donc d'abord pour poser peut-être un état des lieux parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde ce qu'on entend lorsqu'on dit la finance. Total Énergie a énormément de capitaux aujourd'hui, mais il a tout de même besoin d'avoir recours à de la levée de capitaux, que ce soit à travers des banques ou à travers des investisseurs, pour maintenir son modèle économique et pour développer ses activités. Depuis 2016, la multinationale a levé 51 milliards de dollars de financement auprès de banques, dont 13 milliards par les 4 grands groupes bancaires français. Donc on voit là tout de suite qu'on a un gros levier d'action qui s'appelle nos banques françaises. On a également la même situation au niveau des assureurs, puisque bien que Total peut, à travers sa captive d'assurance, couvrir les risques qui sont associés à ses activités, nous pensons qu'il lui est quand même impossible aujourd'hui de s'en passer totalement, notamment de se passer des assureurs, mais aussi des réassureurs pour tous les gros risques, notamment les risques liés au dérèglement climatique. Et puis enfin, Total se repose également sur ses investisseurs et notamment les actionnaires, dont le premier est français et s'appelle Amundi, qui est la société de gestion du groupe Crédit Agricole, et qui participe pas seulement à lui donner des capitaux, mais qui participe aussi à maintenir son modèle de gouvernance, son modèle économique, notamment à travers les votes en Assemblée Générale, où les actionnaires votent pour le renouvellement du mandat des dirigeants, quand bien même ils échouent à transformer l'entreprise, pour le maintien des rémunérations pharaoniques et pour le maintien, l'approbation des comptes, quand bien même ceux-là ne sont pas jugés à l'aune de l'urgence climatique et à travers lesquels normalement il faudrait aujourd'hui évaluer justement la capacité de l'entreprise à résister. Si demain il y a régulation, les réserves ne vaudront pas grand-chose et donc, comme le disait Maxime, l'entreprise ne vaudra plus grand-chose. Alors maintenant qu'on a vu ça, comment agir ? En tout cas, on sait que Total est frileux et en tout cas est inquiet de perdre ses soutiens financiers. Depuis 2020, on a une montée en puissance des demandes qui viennent des investisseurs et des acteurs financiers et Total concède des petites mesures en matière climatique. Son départ de Birmanie est également dû à la pression des investisseurs. Donc maintenant, il s'agit d'accélérer ce mouvement-là. Il va falloir agir à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des projets, comme la mobilisation Stop ICOP le fait aujourd'hui, donc pour convaincre des banques et les investisseurs et les assureurs surtout de renoncer à soutenir ces nouveaux projets de pétrole et de gaz. Alors, en revanche, ça va être beaucoup plus stratégique pour les assureurs, pour les banques, parce qu'il faut savoir que les banques financent les entreprises du secteur de l'énergie, et notamment Total, qu'avec une toute petite, surtout à travers des financements à l'entreprise et non pas des financements au niveau des projets. Et donc quand bien même aujourd'hui on a pas mal de banques qui ont renoncé à financer ICOP, elles continuent de financer Total, et les financements aux entreprises et notamment à Total contribuent plus de 95% des financements aujourd'hui à l'activité de l'entreprise. Donc c'est bien à ces financements-là qu'il faut s'attaquer. Et là on a 3 problèmes. Premier problème, c'est que Total est hyper rentable. Donc oui, investir et financer les énergies fossiles sur le long terme, c'est risqué, mais sur le court terme, et c'est l'horizon sur lequel opèrent les acteurs financiers, et c'est hyper rentable. Et donc c'est plutôt une bonne affaire d'être le banquier ou l'investisseur de Total Énergie. Et donc là, comme le disait Maxime, il va falloir changer, notamment à travers la réglementation, la régulation, pour par exemple, pour citer exactement la même mesure, pour pas trop perdre de gens, on peut agir en augmentant les obligations des banques de garder en réserve plus de capitaux lorsqu'elles financent des entreprises des énergies fossiles. Le deuxième problème,
c'est la bataille du fond, la bataille du narratif. Parce que, en effet, on a des entreprises qui entretiennent le doute. Et on a aujourd'hui un think tank, notamment, pour n'en nommer qu'un, qui s'appelle TPI, qui est la base de référence de centaines d'acteurs financiers. Et d'après ce think tank, Total Energy est aligné avec l'objectif 1,5 degré. Et donc là, en effet, on a pas mal de choses qui existent aujourd'hui, qui justifient, qui servent d'excuses aux acteurs financiers pour maintenir leur soutien à ces entreprises malgré leurs engagements en matière climatique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a beaucoup d'analyses qui regardent les objectifs de très long terme des entreprises. Et en effet, Total prévoit un jour d'être aligné avec une trajectoire 1,5 degré, sauf que ces analyses ne regardent pas le montant des émissions annuelles qui vont être émises année après année par l'entreprise et bien entendu lui font exploser son budget carbone. Et donc là, la solution, ça va être de faire des recherches alternatives, de ramener le débat à l'horizon 2030 parce que l'urgence climatique, elle est maintenant et c'est maintenant que ça se joue, pas à l'horizon 2050. Il va falloir expliquer la science et expliquer la logique du budget carbone. Et puis, il va falloir dénoncer les acteurs financiers qui utilisent des recherches qui sont peu crédibles. On va aussi devoir se battre, et chacun d'entre vous peut le faire, à travers votre compte en banque, à travers votre épargne, pour aller regarder dans les fonds d'épargne qui vous sont vendus comme durables, comme responsables, si Total Energy ne s'y trouve pas, puisque aujourd'hui, malheureusement, Total est dans de nombreux fonds durables, notamment dans 17% des fonds labellisés ISR, donc investissement socialement responsable. Et donc là, on a un énorme levier d'action pour imposer le fait que l'absence de respect de jalons clés indispensables en matière climatique et notamment l'arrêt de l'expansion pétrolière et gazière devient un critère clé pour définir ce qui est durable et ce qui ne l'est pas. Troisième point, le troisième problème, c'est le fait que Total est un énorme problème et Total n'est qu'un des problèmes, puisque si l'entreprise est la première entreprise européenne à développer des nouveaux projets de pétrole et de gaz, 96% des entreprises du secteur développent de nouveaux projets. Et donc là, on comprend bien qu'il ne s'agit pas seulement d'agir au niveau de l'entreprise, lorsqu'on parle de la finance, mais que la finance agit sur toutes les entreprises du secteur. Et comme toutes les entreprises sont problématiques, on sait bien que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc là, il va falloir trouver des mesures adaptées au métier. Et après, il va falloir aller convaincre, via la pression, convaincre ou contraindre, comme j'aime le dire, pour pousser les acteurs financiers à ne pas s'aligner dès maintenant sur la science, parce que ça ne va pas arriver, ça ne sert à rien d'être irréaliste, mais à perdre le moins de temps possible. Et là, la pression citoyenne, ça va être indispensable. Merci beaucoup, Lucie. Alors, Camille... Alors Camille Etienne, quand on est une activiste du climat comme vous l'êtes, vous connaissez évidemment Total, que vous entendez tout ce qui a été dit et notamment ces différentes hypothèses, scénarios politiques, qu'est-ce qui vous semblerait soit le plus en résonance avec ce qui est porté dans le mouvement climat, ou en tout cas vous, ce qui vous paraît être la chose la plus importante à réclamer, à revendiquer aujourd'hui? Bonjour, vous m'entendez bien? Parfait. Non, moi je prends des notes aujourd'hui là, donc je vais pas parler beaucoup parce que c'est plus intéressant de les entendre. Merci pour vos interventions, ça fait du bien d'avoir des débats de cette qualité-là et surtout d'avoir autant de monde. J'ai halluciné en arrivant, enfin je sais pas si vous vous imaginez que, je pense qu'il y a 2 ans, c'est impossible de se dire qu'il y a 500 personnes qui vont prendre leur samedi après-midi en doudoune dans un hangar pour parler Total Energy. Je trouve ça fou, vraiment merci, enfin sincèrement je suis hyper touchée d'être là. Donc, ça montre qu'on est prêt et que peut-être la seule chose que nous, on peut faire, je ne peux pas parler au nom du mouvement climat, mais en tout cas modestement, ce que mon intuition là maintenant, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait rentrer, comment est-ce qu'on sort, comment est-ce qu'on n'est pas à 500, mais plusieurs millions à faire cette étape supplémentaire qui est de se dire non, Total Energy ne fait pas que répondre à une demande. Et on est encore bloqué là beaucoup dans le débat public et dans la présentation des médias. À chaque fois qu'on fait une action, moi j'étais à Lutzerat en Allemagne et en fait, justement, toutes les questions, c'est de dire mais
oui, mais alors comment est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on aille travailler, on a besoin de notre voiture, et voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'on arrive à être de plus en plus nombreux et nombreuses à comprendre que c'est une offre qui est orchestrée, qu'en fait notre demande n'est absolument pas libre, que comme vous l'avez vu, ils ont tout au long de cet après-midi, notre impuissance est orchestrée, que tout a été fait aussi pour pour qu'on crée ces désirs-là, pour que notre société soit dépendante du pétrole, pour qu'on puisse avoir d'autres alternatives. On avait travaillé aussi sur le fameux traité de la charte de l'énergie. Donc comment est-ce que les lois qui sont mises en place, les traités européens sont faits. Il y en a dans la salle qui ont pas mal travaillé sur le TCE, je reconnais des visages. Qui sont faits pour que précisément on ne puisse pas s'en défaire. Donc une fois qu'on a compris comment notre impuissance, de quoi notre impuissance était empêtrée, il s'agit de faire rentrer Total Energy et les autres pétroliers dans le débat public. Et de se dire, ça ne peut pas, les nouveaux projets pétroliers ne peuvent pas, et pétrogaziers, ne peuvent pas être décidés entre des États élus, des gouvernements élus pour 5 ans et des géants de l'industrie qui, comme on l'a vu aujourd'hui, n'ont pas les meilleures intentions du monde. C'est-à-dire qu'on peut, avec la connaissance qu'on a aujourd'hui des conséquences à long terme et à court terme de leurs actions, on ne peut plus le faire. Donc maintenant qu'on sait qu'on a une impunité à mettre fin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trace cette ligne rouge qui est de dire chaque nouveau projet pétrogazier, on s'y opposera. C'est peut-être là pour moi que c'est intéressant, c'est-à-dire que les questions de fond qu'on a sur est-ce qu'il faut nationaliser, c'est fondamental de les avoir. Et avant, pour qu'elles émergent, pour qu'elles soient possibles, il faut qu'on arrive à faire entrer ça dans le débat public et de se dire ça ne vous concerne pas que vous, c'est des travailleurs, c'est des écolos, c'est des gens qui vont connaître le monde qui est en train d'être construit en 2030, en 2050, etc., etc. Donc pour moi, le plus important à court terme, c'est de s'opposer à chaque nouveau projet pétrogazier qui arrive et d'en faire des symboles. Ça peut paraître anecdotique, on dit pourquoi ICOP et pas d'autres, pourquoi Lutzerat, pourquoi est-ce qu'on est allé au fin fond d'un champ de boue en Allemagne alors qu'on n'avait aucune chance de gagner. On était 35 000, il y avait RWE qui était l'entreprise allemande qui avait le plus grand projet c'était la plus grande opération policière d'Allemagne depuis ces dernières années. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de policiers qu'il y avait, c'était hallucinant. J'avais jamais vu autant de forces déployées avec des enfants qui étaient là, il y avait des familles qui étaient là en train de faire une marche avec des pancartes. C'était quand même assez fou la répression organisée. Je tiens à préciser quand même, répression qui est toujours organisée aussi en partenariat, si on peut dire en collaboration étroite avec l'État, parce que les policiers utilisaient les camions de RWE. C'est quand même symboliquement, je trouvais assez fort. Donc maintenant, quand on sait tout ça, la question c'est de se dire comment est-ce que, même si on a très peu de chances d'y parvenir, même si c'est un David contre Goliath immense, même si pour le cas précis d'ICOP, on parle de la plus grande pipeline chauffée au monde et qu'on est quelques-uns, alors de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses, et ça fait tellement chaud au cœur et c'est incroyable. Comment est-ce qu'on va se battre, même pour ces petites victoires d'étape, même dans ce dernier geste, même quand ils étaient en train de raser le village de Lutzerat, on était là jusqu'à la nuit, jusqu'à ce que les policiers nous mettent dehors, parce qu'il y avait ce sentiment de se dire on est là où c'est juste et on ne les laissera pas faire, et peut-être qu'on va laisser un petit moment dans l'histoire, cette toute petite période où on redonne un petit peu de dignité humaine à tout ça, et on dit on ne vous laissera plus extraire comme ça impunément ces énergies-là. Donc à court terme, pour que toutes ces idées puissent même advenir et qu'elles aient cet espace politique qui arrive rapidement, parce que c'est urgent, on l'a rappelé, il faut que chacun et chacune, on soit là, qu'on mette nos corps en travers de ces machines-là, qu'on ne laisse pas la technique continuer à bouffer les quelques espaces de vie qui nous restent. Donc rejoignez la lutte partout autour de vous. Il y a les équipes de Stop ICOP qui sont cachées dans l'ombre avec leur grande combi rouge, que vous pouvez les rejoindre, peu importe ce que vous faites, peu importe votre âge, peu importe, il y a même les employés de Total sont les bienvenus pour nous filer quelques infos si vous êtes par là cachés, que vous voulez rejoindre le bon côté de la force, n'hésitez pas. Donc on a vraiment besoin de tout le monde. Et il y a plein d'actions qui ont été pensées, donc on l'a vu sur le point de vue juridique, avec Reclaim bien sûr sur le point de vue financier, sur les assurances, sur les mouvements de désobéissance civile qu'on peut mettre en place, peut-être avec un raffineur aussi, il y a plein de choses à penser. Donc c'est que le début, je vous dis, il y a très peu de chances qu'on gagne, mais pour autant il faut absolument le faire. C'est non suffisant, mais c'est fondamentalement nécessaire. Alors merci Camille.
Adrien Cornet, on a entendu tout à l'heure votre colère de travailleurs de la pétro, comme vous dites, qui se retrouvent à bosser là parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix et qu'il n'y aura pas de transition, de rupture énergétique sans les travailleurs qui y bossent. Vous êtes aussi militant à la CGT, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que la situation actuelle de mobilisation contre la réforme des retraites peut être propice à soutenir les travailleurs de la pétro? Est-ce que ces travailleurs-là, et vous en particulier, vous pouvez vous profiter de cette mobilisation pour faire passer des choses qui permettraient d'améliorer votre situation, mais d'empêcher Total de nuire, si on garde le même questionnement? Oui, ce que vous me posiez comme question, c'est comment on peut faire le lien entre la bataille contre la contre-réforme des retraites qui est en cours et la bataille pour une réelle transition écologique. En fait, pour moi, c'est très simple. De la même manière qu'ils veulent en fait exploiter et essorer la planète jusqu'à la rendre malade et jusqu'à la faire mourir à petit feu, ils veulent de la même manière exploiter en fait les travailleurs jusqu'à la maladie et la mort. C'est le même projet et le même projet au service de quoi? C'est toujours pareil, c'est au service de générer encore plus de profit. Et je rappelais à quel point en fait le trou dans la caisse des retraites, c'est quelque chose qui est très fictif en réalité, parce qu'on pourrait le régler très très rapidement. Il suffirait d'aller chercher dans les bonnes poches, voilà, encore un chiffre très simple qu'on entend souvent en ce moment, mais le CAC 40, 2022, nous tous, on subit une crise, l'inflation à 2 chiffres, où on galère à faire le plein de courses, etc. Et eux, c'est 80 milliards de dividendes. Enfin, je veux dire... quand on nous demande mais comment on va faire, où est l'argent, enfin c'est simple, il est là quoi. Donc après, c'est ce que disait Camille là, en disant oui effectivement jusqu'au bout on est resté sur Lutzerat et on n'a jamais vu autant de policiers. Moi ça me faisait penser à ce qu'on a vécu cet automne quand pendant la grève des raffineurs où on se battait et on a déployé un rapport de force tel que en fait la société a commencé à s'arrêter, parce que quand les travailleurs en fait s'arrêtent, forcément la société elle s'arrête en même temps, parce que sans nous il peut rien se passer. L'État a choisi de nous réquisitionner, d'envoyer la police. Moi j'ai connu ça à 22 ans en 2010, alors que je me battais déjà contre la contre-réforme des retraites, où un matin à 4h30 il y a 17 cars de CRS qui arrivent devant mon usine, alors que mon seul tort c'était d'exercer un droit qui est constitutionnel, qui était la grève, et de retirer ma force de travail à mon patron. C'était ça mon seul tort, et je me retrouve face à 17 cars de CRS qui nous forcent à coups de tonfa à aller bosser. C'est pour ça que quand on a un débat sur qui fait les lois et au service de quoi, mais les lois elles sont faites par les patrons et au service des patrons. Moi quand je vais voir la police de l'industrie qui valide le plan social de Total en off, le patron de l'Adrieux, il me regarde, il me dit « Mais il n'y a une seule chose qui paye, c'est le rapport de force. » Parce que dites-vous un truc, c'est qu'aujourd'hui, on autorise même les plans sociaux des gens qui font des bénéfices, on autorise les licenciements par centaines. Donc n'attendez pas non plus en fait, qu'on change les lois, etc. pour vous sauver. Il faut construire par la grève. Et encore une fois, enfin, je veux dire, la force de la classe ouvrière, je veux dire, on est en France, quoi. En France, on a quand même connu 36, on a connu 68, on a connu 95. Et la grève des raffineurs cet automne, elle le montre une nouvelle fois. À quel point il y a une force qui est là, elle est considérable. La classe ouvrière, elle est loin d'être défaite. Le 19, on était 2 millions dans la rue. Pour ceux qui vivent en région parisienne, il n'y avait pas de transport, pas de métro, pas de train. Il n'y avait pas d'essence qui était distribuée. Si, imaginez-vous, une seule seconde, si toute cette force, elle était déployée pour arrêter la société capitaliste et faire en sorte qu'on impose notre transition écologique au service de notre intérêt commun. Et juste pour finir, parce que vraiment, la question des retraites, elle pose une question de société. Pourquoi on travaille, au service de quoi et jusqu'à quand? Est-ce qu'on va le faire jusqu'à la mort
pour faire de la merde, pour produire de la merde, pour respirer de la merde? Ou est-ce qu'on va le faire pour produire du soin, pour produire du savoir, pour produire des biens qui nous servent à tous et qui ne servent pas à remplir les poches des patrons? Ça, c'est une question fondamentale et c'est une question que pose la crise écologique. La crise sanitaire et la crise du Covid qu'on a tous vécue, où on voyait nos patrons qui étaient au bord de la mer en télétravail. On voyait tous, ils nous regardaient, ils postaient des photos sur Instagram pendant qu'on était en train, nous, de faire tourner la société. Elle a fait prendre conscience aux travailleurs, et c'est pour ça qu'il y a de nombreuses grèves aujourd'hui, à quel point on était essentiel. Et c'est pour ça que, autant quand Camille a dit, j'invite aussi les salariés, les travailleurs de Total à rejoindre les mouvements écolos, moi je suis d'accord avec ça. Et je dirais, dans l'autre sens, j'invite aujourd'hui les mouvements écolos à s'emparer de la grève des retraites, à aller dans les manifs, mais à aller aussi sur les piquets de grève. Naomi Klein disait un truc que je trouve très juste. Chaque grève des travailleurs du transport est une grève pour une transition écolo juste. Ça, c'est une réalité et c'est pour ça qu'il faut qu'ensemble, on puisse lutter, renverser et leur arracher les moyens de production parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire la transition écologique. Ok. Bon, il reste le temps pour aller une question. Une intervention. Ah, pardon. Oui. Rendez-vous le 31 peut-être, du coup, on devrait le dire. Rappeler la date. J'ai rendez-vous tous le 31. Une question très rapide par rapport aux enquêtes actuelles qu'ont déclenché la justice sur Total. Et je ne suis pas juriste du tout. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'impact que ça peut avoir, de ce qu'on peut attendre de ça, de cette mise en cause de Total pour publicité mensongère, pour tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette enquête en ce moment ? Tout a été filmé et sera rediffusé parce qu'en effet, on a abordé ça. Il y a eu 6 tables rondes. Est-ce qu'on en prend encore une petite? Une dernière? Une dernière? Je vois une main là. Une main. Voilà. Et la main s'est levée avant vous là. Donc je prends celle-là. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux partis écologistes qui refusent d'assumer leur anticapitalisme par peur de ne pas créer une majorité d'opinion avec eux dans la population? Alors là, on est parti pour 3 heures, mais En 2 minutes. Je vous laisse. Simplement, je vous dis juste avant que ça se termine, n'oubliez pas, il y a des gens de Mediapart à la fin, là, près de la porte plutôt. Ils vous attendent. Si vous n'êtes pas abonné, ils vous expliqueront comment vous pouvez avoir 1 mois gratuit. Tout ça, on le fait grâce à vous. Comme on le dit, à Mediapart, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Donc, abonnez-vous. Alors il y a plusieurs poursuites en justice contre Total Energy pour greenwashing, pour infraction de ses obligations sur le devoir de vigilance, etc. Juliette Rousseau en a parlé en début d'après-midi, très certainement. Ce qu'on peut attendre, c'est des obligations de mise en conformité avec la loi, des astreintes financières si c'est pas fait. Maintenant, il faut comprendre que ces poursuites-là, ça va être extrêmement long et qu'il est important d'agir dès maintenant aussi, en attendant le verdict de ces affaires. Également sur l'affaire BNP, qui est très similaire et qui veut pousser BNP à arrêter de soutenir par ses financements l'expansion pétrolière et gazière. Juste pour rebondir sur les caisses de retraite, cette réforme elle va aussi nous pousser à capitaliser plus, donc à investir dans des fonds dans lesquels on va trouver du Total et énergie. Donc c'est complètement absurde. Pour construire les retraites de demain, on nous pousse à investir dans des fonds qui détruisent la planète et donc notre avenir. Et peut-être juste un petit point sur l'importance de construire un rapport de force et de faire la grève. On est beaucoup de personnes ici dans cette salle qui bossons dans des secteurs où tout le monde s'en fout si on s'arrête. Donc faites la grève, mais soutenez aussi via des caisses de grève les gens qui bossent dans les secteurs stratégiques et qui peuvent bloquer le pays. C'est le seul moyen d'opérer un vrai rapport de force. Go, vas-y Camille.
Écologie, anticapitalisme. Ne votons pas pour des personnes qui n'ont pas compris le lien entre le capitalisme et la destruction du vivant, tout simplement. Peut-être ça pourrait les aider à comprendre ça, et aussi peut-être d'aller, en effet, de soutenir toutes les luttes, même s'il y en a où on va être plus d'organiser, et d'autres, moi ça ne m'empêche pas d'être allé aux 2 jours de mobilisation, de revenir bien sûr le 31. Et il y a même au-delà de ça, il y a une sorte de solidarité. En fait, on est frères et sœurs de lutte, et je pense que c'est important, ça nous donne une force immense d'être là un peu dans l'ombre, de soutenir. Et en effet, il y a une question sur cette réforme des retraites qui, au-delà juste de cette réforme absolument pas nécessaire, contrairement à ce que dit le gouvernement d'un point de vue économique, il y a aussi surtout la question du rapport au temps, en fait. Quel rapport au temps on veut, quel rapport au travail, pourquoi est-ce qu'on travaille, pour qui, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, comme tu l'as bien rappelé. Donc non, juste peut-être pour dire merci à Mediapart. Et en effet, c'est fondamental pour nous, aussi en tant qu'activistes, d'avoir une presse qui fait de l'enquête encore. Et c'est rare, et on en manque terriblement. Et je vous jure que si un moyen très concret, si vous n'avez pas le temps de venir aux manifs ou de rejoindre la lutte, en fait, très concrètement, si vous voulez aider, notamment sur le cas de la pipeline en Ouganda, sans les journalistes de Mediapart, ce serait compliqué pour nous d'avoir des infos claires, de pouvoir ensuite bâtir des stratégies sur les enquêtes qui sortent, sur les papiers qui font extrêmement avancer sur le terrain. Donc vraiment, vous abonner, c'est très concrètement, et personne ne m'a forcé à dire ça, je prends mes libertés toute seule. Non mais je dis, c'est très concrètement un moyen efficace de nous donner de la force, de nous permettre de gagner du temps parce qu'on sera mieux armé qu'eux, parce qu'on sera plus stratégique, parce qu'on aura des informations dont ils ne pensent pas qu'on peut être capable de les avoir à temps, et donc essayer de les mettre hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Adrien. Le mot de la fin. Moi, la question du monsieur m'évoquait ce qu'on a vécu un petit peu à Grand Puy, c'est que l'alliance, elle se fera pas par le haut, en fait. Elle se fera par le bas. Elle se fera par les militants écolos, les militants, les travailleurs. Elle se fera pas par les appareils qui ont des intérêts qui sont parfois et souvent divergents par rapport aux nôtres. C'est-à-dire que nous, on est dans l'urgence. On veut un rapport de force maintenant, mais on ne veut pas parce que ça nous fait plaisir. On veut parce qu'aujourd'hui, il y a urgence. Si on veut sauver la planète et les travailleurs qui y vivent, c'est maintenant, c'est pas demain. Et que être dans une perspective où on a une tension à se faire élire, et parce qu'on sait que se faire élire, ce serait sur une base qui serait beaucoup plus diluée, beaucoup moins radicale, et qui ne remettrait pas l'ensemble du système de production en question, de fait, ça ne nous ferait pas avancer. C'est pour ça que nous, quand on s'est alliés beaucoup avec les militants écolos de base, et on s'est dit à quel point on avait les mêmes intérêts, parce qu'on vivait les mêmes choses, parce que nos enfants, ils allaient dans les mêmes écoles qui sont détruites aujourd'hui. On parlait de nationalisation, mais pour quel état? On parlait de l'hôpital public, dans quel état il est, mais pourtant c'est un hôpital public, etc. etc. Donc on a énormément développé de questions en très peu de temps. On aurait plein de choses à dire, et je tiens à appuyer. C'est vrai que merci beaucoup pour les caisses de grève. Aujourd'hui, en 2010, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais les raffineurs étaient en pointe de cette lutte contre la contre-réforme de Sarkozy. Ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de grève par procuration. Je vous le dis, il va falloir qu'on soit... Pourquoi? Pas parce qu'on ne veut pas le faire, mais parce qu'en 2010, on a échoué, donc on a tiré des leçons de ça. Il faut qu'ensemble, tous les jeunes qui sont dans cette salle, les retraités, les privés d'emploi, l'ensemble des travailleurs, qui soient raffineurs, électriciens, qui soient dans les transports publics, mais aussi des travailleurs du nettoyage, et énormément de travailleurs se sont battus pour leur salaire. Et la question des salaires est fondamentale, alliée avec la question des retraites. C'est pour ça que vraiment, c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et il faut qu'on soit pas simplement des millions dans la rue, mais aussi des millions en grève. La caisse de grève, effectivement, c'est quelque chose qui est fondamental et il faut donner, mais il faut que massivement on soit en grève et qu'on arrête la société. Parce que les patrons qui dirigent le gouvernement, qui fait cette contre-réforme, ils ne lâcheront que quand ils auront peur de tout perdre. C'est qu'à ce moment-là qu'ils vont lâcher. Et quand est-ce qu'ils ont peur de tout perdre? C'est quand on arrête l'ensemble de l'appareil productif et qu'ils commencent à voir leur portefeuille fondre comme neige au soleil.
Voilà, c'est qu'à ce moment-là qu'ils ont peur de tout perdre. Ok, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On va s'arrêter là. Les discussions peuvent continuer au café, dehors, à l'extérieur, en manif mardi. Et merci à toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible, toutes les travailleuses et travailleurs invisibles qui n'étaient pas sur l'estrade, mais qui ont permis que tout ça soit possible aujourd'hui. Merci et bonne soirée.